t'as déjà remarqué que ton smartphone ralentissait avec le temps? Si ton téléphone devient de plus en plus lent, si tu trouves que ton téléphone Android est trop lent, Si ton smartphone est lent, Tu l'as sûrement déjà vécu. Au bout de 2 ans, ton téléphone commence à ralentir. Il chauffe, la batterie se vide, les applications commencent à planter, et tu finis par te dire « Ok, il est vieux ». Mais, et si je te disais que ce n'est pas lui le problème? Parce qu'en réalité, rien n'a vieilli tout seul. Sais-tu que lorsque ton téléphone chauffe trop, il peut exploser? Bon, ça reste rare, mais avant d'en arriver là, la chaleur peut déjà abîmer ou ralentir ton téléphone. Et ce que tu prends pour de l'usure est souvent une dégradation programmée dans le logiciel. Des mises à jour recommandées, des processus invisibles, et au bout du compte, un téléphone parfaitement fonctionnel rendu lent, petit à petit. Une des grosses causes de ralentissement, c'est simplement l'évolution de besoins de puissance des logiciels installés sur votre téléphone. Les téléphones d'aujourd'hui sont à peu près aussi puissants que les meilleurs téléphones d'il y a 4 ou 5 ans. Et Google, Apple et toutes les boîtes de développement de logiciels de téléphone, en fait, ils se basent sur les nouveautés. En 2018, Apple et Samsung sont condamnés en Italie pour ralentissement volontaire. En France, Apple paye 25 millions d'euros d'amende pour tromperie par omission. Donc non, ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Alors la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi entretenir un ralentissement progressif, sans jamais prévenir? L'écran coûte quasiment le prix d'un téléphone neuf. De réparer le dos de l'iPhone, ça coûte plus cher que d'en racheter un. Trop cher dans un magasin Apple. Et les petits revendeurs, les trucs qui font un peu moins cher, vous avez pas confiance? Bah pas trop, non. Une fois qu'on a changé l'écouteur pour un autre neuf, le Face ID ne fonctionne plus. On a un message d'erreur qui apparaît là. Et pourtant, la nouvelle pièce était bien une pièce de la marque américaine, prise sur un autre téléphone du même modèle. Dans cette vidéo, on va ouvrir la boîte noire, comprendre ce que les constructeurs changent, ce que le marché encourage et comment toi, tu peux reprendre la main. Parce que si ton téléphone ralentit, ce n'est peut-être pas une fatalité. Alors pourquoi un téléphone, pourtant identique à celui du jour où tu l'as acheté, devient-il lent après 2 ou 3 ans? Rien ne s'est cassé, tu n'as rien changé, et pourtant tout semble plus lourd. Eh bien, ce n'est pas une illusion, et plusieurs phénomènes se superposent. Certains sont naturels et d'autres sont liés à la manière dont les appareils sont conçus. Le premier est physique. Un smartphone repose sur une batterie en lithium-ion dont la capacité se dégrade avec le temps. Chaque cycle de charge réduit un peu la quantité d'énergie qu'elle peut fournir. Alors quand la tension devient instable, le processeur reçoit moins de puissance. Alors, pour éviter les coupures, le système réduit sa fréquence. C'est un mécanisme réel qui est documenté par les fabricants. Mais cette explication ne justifie pas tout. Une batterie vieillissante explique une autonomie plus courte, mais pas une interface qui saccade ou un clavier qui tarde à s'afficher. Vient ensuite ce qu'on appelle l'obsolescence logicielle. Le ministère de la Transition écologique et le SIGREF définissent ce phénomène comme la perte de performance ou de compatibilité d'un appareil provoquée par l'évolution de son logiciel ou système d'exploitation, alors même que le matériel reste fonctionnel. Autrement dit, ton téléphone fonctionne encore parfaitement. Ce sont les mises à jour qui le rendent insuffisant. Ton téléphone s'allume avec le dernier logiciel. Tu es impatient de découvrir les nouvelles fonctionnalités. Mais ton iPhone présente des dysfonctionnements. L'écran d'accueil ne fonctionne pas correctement et il est toujours en retard. Certaines des applications existantes ne roulent pas correctement et tu ne peux pas accéder à certains fichiers. Dans le monde de la technologie, cela signifie que ton téléphone est une brique. Chaque mise à jour ajoute des lignes de code, de nouvelles bibliothèques, des fonctions de sécurité, parfois des modules d'intelligence artificielle. Et tout cela demande plus de mémoire, plus de calcul et plus d'accès de disque. Alors, sur un appareil récent, ces besoins passent inaperçus. Par contre, sur un modèle plus ancien, il sature les ressources. Le résultat est simple. Le processeur passe davantage de temps à gérer la complexité du système qu'à exécuter tes actions. Et ce n'est pas une panne, c'est une dilution de la performance. Ce phénomène est accentué par 2 facteurs, la conception des applications et la fin du support technique. Les développeurs d'applications optimisent rarement leurs produits pour les anciens modèles. Ils font leurs tests sur les appareils les plus récents, ceux que le public achète encore. Et de leur côté, les fabricants de processeurs comme Qualcomm, Mediatek ou Apple cessent de fournir les pilotes nécessaires au-delà de quelques années. Les mises à jour continuent donc, mais sans possibilité d'optimiser réellement pour le vieux matériel. Les développeurs d'applications développent des applications pour la dernière version du système d'exploitation. Donc si on ne fait pas la mise à jour, on ne pourra plus utiliser les mises à jour des applications qu'on utilise couramment.
Donc en gros, en faisant évoluer le logiciel, le système d'exploitation, on fait ralentir les terminaux, plus ou moins. On est obligé de faire des mises à jour, mais qu'on est obligé finalement de rendre son téléphone obsolète. Voilà. À cela s'ajoute la manière dont nos usages évoluent. Photos en très haute résolution, vidéo 4K, synchronisation en temps réel, IA intégrée dans la caméra. Ce qui était fluide en 2019 ne l'est plus en 2025. Non pas parce que le téléphone vieillit, mais parce que l'environnement numérique autour de lui est devenu plus lourd. Alors, ces différents éléments produisent une même sensation, celle d'un appareil qui ralentit inexorablement. Et comme le ralentissement s'installe progressivement, on l'interprète comme une usure naturelle. C'est précisément ce flou entre la contrainte technique et la stratégie économique qui nourrit l'idée d'un sabotage silencieux. Alors ton téléphone ne s'abîme pas, il est simplement dépassé par le rythme de son propre logiciel. Et c'est ce glissement, presque invisible, que les constructeurs connaissent très bien. L'idée d'un téléphone volontairement ralenti pourrait sembler exagérée, si elle n'avait pas déjà été confirmée par la justice. Parce que oui, ce scénario qu'on croyait réservé aux forums et aux théories du complot s'est produit, noir sur blanc. Tout commence avec le Battery Gate. En 2017, plusieurs utilisateurs d'iPhone commencent à remarquer un comportement étrange. Après certaines mises à jour d'iOS, leurs téléphones deviennent soudainement plus lents. Les tests se multiplient, les comparaisons aussi, et très vite, des utilisateurs remarquent un schéma. Plus la batterie est ancienne, plus les performances chutent après la mise à jour. Y a-t-il eu tromperie ? L'enquête préliminaire ouverte hier par le parquet de Paris devra déterminer si le géant américain a mis au point une stratégie globale d'obsolescence programmée pour augmenter les ventes de ses téléphones. Des smartphones très lents ou qui s'éteignent. L'affaire a éclaté aux États-Unis il y a quelques jours. Le 21 décembre dernier, Apple reconnaissait qu'il bridait volontairement les performances de vieux modèles d'iPhone pour préserver leur durée de vie. Une pratique qui aurait poussé les consommateurs à acheter un nouveau modèle, plus performant. Alors des enquêtes indépendantes, menées notamment par Geekbench et relayées par The Guardian et la BBC, confirment ce phénomène. Les performances du processeur étaient bel et bien réduites par le logiciel. Alors, face à la polémique, Apple finit par reconnaître le mécanisme. Selon l'entreprise, ce n'était pas pour forcer le renouvellement, mais pour préserver la stabilité du système. Une batterie vieillissante pouvait provoquer des redémarrages intempestifs, et la réduction de puissance était censée éviter ces coupures. Techniquement, l'explication tient, mais ce que les utilisateurs reprochent à Apple, c'est le manque de transparence. Personne n'avait été averti, ni avait eu la possibilité de désactiver cette limitation. Résultat, en 2018, l'Italie condamne Apple à 10 millions d'euros d'amende et Samsung à 5 millions pour des faits similaires. Fin octobre 2018, en Italie, Apple, mais aussi Samsung, ont été condamnés respectivement à 10 et 5 millions d'euros d'amende pour pratiques commerciales malhonnêtes pour les mêmes raisons. Une décision historique. Sous l'impulsion de cette association, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire contre la firme pour tromperie et obsolescence programmée. Le motif est clair. Pratique commerciale déloyale. Et en France, l'entreprise à la pomme reçoit une amende de 25 millions d'euros pour tromperie par omission. La justice n'a pas simplement reconnu le ralentissement, elle a jugé qu'elle était préjudiciable. Ces affaires marquent un tournant. Elles prouvent que la manipulation logicielle des performances n'est pas une rumeur. C'est une pratique constatée, documentée et sanctionnée. Dans les mois qui suivent, plusieurs actions collectives sont déposées aux États-Unis, au Canada et en Europe. Apple finit par payer un règlement à hauteur de 500 millions de dollars pour indemniser les utilisateurs américains. Alors, derrière cette somme, il y a un aveu implicite. Le mécanisme existait et il a affecté des millions de téléphones dans le monde. Samsung, de son côté, nie toute intention d'obsolescence. Mais l'autorité italienne a jugé que ces mises à jour avaient eu le même effet, un impact négatif sur les performances des anciens modèles. L'entreprise s'est engagée depuis à améliorer sa communication et à étendre la durée de son support logiciel, une reconnaissance partielle du problème. Ce qui ressort de ces affaires, c'est une ambiguïté fondamentale. Les constructeurs affirment vouloir protéger leurs appareils, mais leurs choix aboutissent à l'effet inverse. Des performances réduites, une insatisfaction croissante, et souvent un achat anticipé du nouveau modèle. Autrement dit, une conséquence économique prévisible, même sans intention déclarée. Ces jugements ont ouvert la voie à une question plus large. Jusqu'où un constructeur peut-il modifier les performances d'un produit déjà vendu ? À partir de quel moment une mise à jour cesse d'être une amélioration
pour devenir une altération. Alors démarrons par comprendre comment ces ralentissements sont rendus possibles et pourquoi ils continuent encore aujourd'hui. Un téléphone peut ralentir sans qu'aucune pièce ne casse. La raison tient en un mot, le logiciel. C'est lui qui contrôle tout, la manière dont le processeur calcule, dont la batterie est gérée, dont les applications s'exécutent. Et c'est aussi lui qui peut transformer ton smartphone rapide en ordi des années 2000. Tout commence avec les mises à jour. Elles promettent de corriger des bugs ou d'ajouter des fonctions, mais chaque version devient un peu plus lourde. Elles sollicitent davantage le processeur et laissent moins de ressources aux applications. Alors sur un modèle récent, tout va bien, mais sur un ancien, l'équilibre se rompt. Il chauffe, il rame, il s'épuise, et c'est ce qu'on appelle la dégradation logicielle. Par exemple, en 2019, le logiciel Android utilisait environ 1 giga de mémoire au repos. Aujourd'hui, c'est plus du triple. Ajoute à cela des services en arrière-plan, des modules d'IA, des animations d'interface, et ton téléphone travaille en continu juste pour rester debout. Tu ouvres ton tiroir et tu trouves ce vieil iPad de première génération que tu as eu quand tu n'étais qu'un adolescent. Tu le charges et il fonctionne. Tu es content et tu as économisé de l'argent. Tu as ton ancien compte en cours d'exécution et il fonctionne toujours. Tu vas donc sur l'App Store et tu découvres que tu n'as même pas certains des éléments essentiels, comme Netflix, Facebook ou Instagram. Tu essaies de les télécharger, mais il y a une erreur. Ces applications ne sont pas compatibles avec ton appareil. Tu ne peux donc pas les installer. Un autre levier qu'on a abordé est la gestion logicielle de la batterie. Quand la batterie vieillit, le système peut réduire la fréquence du processeur pour éviter les coupures. C'est un choix technique légitime, mais qui est rarement transparent. Du coup, l'utilisateur perçoit juste un appareil plus lent, sans savoir pourquoi. À cela s'ajoute un autre phénomène souvent ignoré, l'inflation applicative. Les applications elles-mêmes grossissent avec le temps. Une version récente d'Instagram, par exemple, pèse presque le double de celle d'il y a 5 ans. Même chose pour YouTube, Gmail ou TikTok. Chaque lancement consomme donc davantage de mémoire, de bande passante et de stockage. Et à l'échelle d'un téléphone, c'est une pression constante qui finit par se traduire en secondes perdues. Donc ton téléphone n'est pas cassé, il est victime d'un décalage entre le logiciel qui avance trop vite et le matériel qui, lui, reste immobile. Et c'est dans ce décalage que s'installe l'obsolescence logicielle. Subtile, invisible, mais terriblement efficace. Alors pour comprendre pourquoi les constructeurs semblent entretenir cette obsolescence, il faut remonter au moment où tout a commencé. We're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. These are not 3 separate devices. This is one device, and we are calling it iPhone. 2007, Apple lance le premier iPhone. Google prépare Android et le téléphone devient petit à petit un ordinateur de poche. Entre 2007 et 2015, le marché connaît une croissance vertigineuse. Chaque année apporte une vraie révolution. L'écran tactile d'abord, puis la 3G, suivi de la 4G, le GPS, les premières applications, les selfies, puis la reconnaissance faciale et bien d'autres. Résultat, les ventes doublent et les marges explosent. L'innovation est visible. Le public, lui, est conquis. Et à cette époque, la nouveauté seule suffit à vendre toujours plus. Mais cette phase d'expansion ne pouvait pas durer éternellement. Après 15 ans de course à l'innovation, le marché atteint un point de saturation. Pour preuve, la croissance mondiale des ventes de smartphones en 2025 est estimée à environ 1%. Les gens sont déjà équipés, les appareils durent plus longtemps et les différences entre les générations se réduisent. Le cycle de remplacement moyen, lui, est passé de 2 ans à 3 ans et demi. Et quand il n'y a plus de nouveaux clients à conquérir, il faut convaincre ceux qui ont déjà un téléphone d'en acheter un autre. Et c'est ici que naît la tentation. Stimuler artificiellement le besoin de changer. L'obsolescence logicielle devient alors une variable d'ajustement économique. Pas forcément planifiée dans le sens cynique du terme, mais encouragée par la structure même du marché. Chaque ralentissement, chaque incompatibilité et chaque nouvelle version requise crée un léger inconfort qui rend le remplacement un peu plus acceptable. À cela s'ajoute la dimension marketing.
Les marques vendent toujours au cœur de leur expérience la fluidité et la rapidité. C'est pas la première fois qu'une mise à jour ralentit les téléphones. Et on se rend compte qu'en fait, à chaque fois que le téléphone est ralenti par une mise à jour, c'est au même moment ou un peu avant la sortie d'un nouvel iPhone. Et que ça date pas d'hier. L'avocat espère prouver sa théorie en s'appuyant notamment sur l'historique des recherches effectuées dans le monde entier sur Google. Par exemple, on peut taper iPhone slow, donc iPhone ralenti, de 2004 à ce jour. Et on se rend compte qu'il y a des pics de recherche de ralentissement. Et on se rend compte qu'à chaque fois, c'est les dates de sortie des nouveaux iPhones. Tout est pensé pour que le changement paraisse naturel, presque rationnel. Alors au final, ce n'est pas une conspiration organisée, mais un écosystème où tout pousse dans la même direction. L'obsolescence logicielle est devenue un symptôme de la maturité du marché. Quand l'innovation ne suffit plus à vendre, alors on vend la nécessité de recommencer. Et la méthode la plus discrète, la moins visible, consiste simplement à ralentir ce que tu possèdes déjà. L'obsolescence logicielle n'est pas un simple désagrément technique. Ces effets touchent notre portefeuille, notre planète et même notre manière de penser la technologie. Le premier effet, le plus évident, c'est le coût. Un smartphone haut de gamme dépasse aujourd'hui les 1000 €. Or, quand les performances se dégradent au bout de 2 ou 3 ans, beaucoup finissent par en racheter un, alors que la durée de vie matérielle dépasse souvent 6 ou 7 ans. Autrement dit, on paye 2 fois pour un produit qui pourrait encore fonctionner. Et même le reconditionné en souffre. Un téléphone qui rame ou qui n'est plus compatible perd toute sa valeur, même s'il marche encore parfaitement. Il devient invendable simplement parce que son logiciel n'est plus suivi. Chaque année, on produit plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques. Les smartphones ne sont qu'une petite partie du volume, mais une énorme partie de l'impact. Et près de 80% de leur empreinte carbone est émise avant l'achat, pendant la fabrication. Donc jeter un appareil après 3 ans, c'est gaspiller la majorité de ce coût écologique. Et comme la plupart des composants sont collés ou soudés, à peine 20% des déchets y sont vraiment recyclés. Donc chaque ralentissement qui pousse à acheter, c'est un peu plus de pollution invisible. Selon les chiffres du Global E-Waste Monitor, plus de 62 millions de tonnes de déchets électroniques ont été générés en 2022 dans le monde. C'est l'équivalent de 6200 tours Eiffel. Et le pire, moins de 20% de ces déchets sont officiellement recyclés. Le reste est incinéré, enfoui, ou pire, expédié dans des pays pauvres où il est traité à main nue au mépris de toutes les règles de sécurité. Sur le plan économique aussi, c'est un gouffre. Les Nations Unies estiment que le gaspillage dû à l'obsolescence programmée représente plus de 100 milliards de dollars de pertes de matières premières par an. Et qui paye ? Tout le monde. Le troisième effet est quant à lui plus subtil, car il touche à notre psychologie face à la technologie. Quand ton téléphone rame, tu ne penses pas à une stratégie industrielle, tu penses qu'il est vieux. Et ce sentiment d'obsolescence personnelle alimente la frustration et le besoin de nouveautés. Et le marketing s'appuie dessus. On rend ton téléphone dépassé à tes yeux. Et cette logique a un coût social. Elle habitue les consommateurs à l'idée que la technologie est périssable par nature. Or, rien n'est plus rentable pour un marché saturé qu'un public convaincu que ce qui fonctionne encore mérite quand même d'être remplacé. Alors, sur le papier, tout est clair. L'obsolescence programmée est interdite depuis 2015. D'ailleurs, la France a été le premier pays au monde à en faire un délit, puni de 300 000 € d'amende et de 2 ans de prison. Mais dans les faits, la loi reste presque inapplicable. En 10 ans, une seule affaire a abouti. Apple condamné en 2020 à 25 millions d'euros pour tromperie par omission. Mais le parquet n'a pas retenu l'accusation d'obsolescence programmée, pourtant prévue par la loi. Et c'est là tout le paradoxe. La législation existe, mais elle reste presque inapplicable, parce qu'il est extrêmement difficile de prouver l'intention de nuire. La loi sanctionne le fait de réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Or, entre une mise à jour mal optimisée et une stratégie volontaire, la frontière est floue. Les constructeurs peuvent donc toujours invoquer la sécurité, la compatibilité ou de nouvelles fonctionnalités. Résultat, les enquêtes s'éternisent et les condamnations se comptent sur les doigts d'une main. À l'échelle européenne, les choses bougent doucement. Le futur règlement droit à la réparation impose dès 2027 au moins 5 ans de mise à jour et de pièces disponibles. En France, le score de réparabilité de 1 à 10
est une mesure de transparence, censée pousser les constructeurs à repenser leur design. Mais malgré ces avancées, la loi reste plus réactive que préventive. Elle intervient après coup sans modifier les logiques profondes du marché. Et tant que la performance logicielle restera contrôlée exclusivement par les fabricants, la question de la transparence restera un angle mort du droit. Alors, que peut-on faire face à ce constat ? On pourrait croire qu'on n'a pas vraiment le choix, que les constructeurs décident et que nos téléphones finiront par ralentir. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il existe encore des leviers pour reprendre un peu de contrôle. Le premier, c'est le choix de la marque. Toutes ne suivent pas la même logique. Certaines, comme Fairphone, construisent leurs appareils de manière modulaire, avec des pièces remplaçables et des mises à jour garanties sur plusieurs années. Le message est simple, chaque achat est un vote. Et plus on valorise la durabilité, plus le marché s'y adaptera. Le deuxième levier, c'est la réparation. Aujourd'hui, c'est presque impossible sans passer par un centre agréé. Mais les choses évoluent. L'Union européenne a voté le retour des batteries amovibles d'ici 2027. Réparer n'est plus un acte marginal, c'est un geste politique. Imaginez que vous puissiez changer vous-même la batterie de votre téléphone portable, de votre ordinateur ou de votre tablette sans aucune difficulté. C'est l'objectif du nouveau règlement européen sur les batteries qui vise à faciliter le traitement de ces déchets. D'ici 2027, les utilisateurs devront pouvoir retirer et remplacer les batteries intégrées dans ces appareils. Les fabricants utilisent parfois des astuces pour rendre cette opération difficile. Ensuite, il y a l'entretien logiciel. Désinstaller des applications inutiles, désactiver des animations superflues, éviter les mises à jour majeures si ton appareil fonctionne bien, autant de petits gestes qui prolongent la fluidité. Et enfin, il y a la dimension collective. Garder son téléphone plus longtemps, c'est aussi un acte écologique et économique. Chaque année gagnée, c'est des ressources préservées, du CO2 évité et quelques centaines d'euros économisés. L'obsolescence programmée prospère sur notre résignation, mais elle s'affaiblit dès que l'on reprend du temps à réfléchir à nos usages. Alors le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de refuser toute mise à jour, mais dans la conscience de ce qu'elles impliquent. Parce qu'au fond, ton téléphone n'est pas mort. Il a été programmé pour vieillir. Mais toi, tu peux choisir de ralentir ce vieillissement. Pas en résistant à tout, mais en décidant quand et pourquoi tu changes. Et c'est peut-être ça, la meilleure manière de contrer cette obsolescence silencieuse. Ne plus la subir comme un automatisme, mais en faire un choix éclairé.